On peut en parler un peu d'économie avec vous, Elisabeth Guigou, parce qu'au tout début du premier septennat, en 80, vous étiez au cabinet de Jacques Delors, hein, qui était ministre de l'économie et des finances, et vous avez rejoint l'Élysée au début de l'année 82. C'est une période évidemment au cours de laquelle, Difficile. entre Delors et Mitterrand, entre Delors et la ligne de Pierre Mauroy, il y avait des divergences profondes, et vous avez vraiment vécu au cœur du pouvoir ce qu'on a fini par appeler le tournant de la rigueur en mars 83. C'était âpre les discussions économiques avec notamment un entourage de François Mitterrand qui n'était pas forcément ouvert à vos vues. Écoutez, c'était... pour moi, j'étais vraiment, au début, vraiment une petite main. Moi, je ne communiquais avec le président que par note, tout à fait au début. Et il m'avait dit, mais qu'est-ce qui vous a attiré vers Rocard? Je lui avais dit, je pense qu'il s'est trompé sur la politique, parce que je pensais... j'ai toujours pensé que Mitterrand avait raison dans sa tactique vis-à-vis des communistes. Hein. En revanche, c'est lui qui a raison sur l'économie. Je me souviens très bien, il me dit, ah bon? Ah ben, vous reviendrez me parler de ça. Puis, bon, après, le temps avait passé, sauf qu'en 83, je me souviens très bien que la première note que j'ai faite à Mitterrand en arrivant en octobre 82, c'était pour l'alerter sur la situation gravissime de notre balance des paiements. Et on savait très très bien, de toute façon, avant 81, qu'on avait un héritage absolument désastreux, quand même. 14% d'inflation, près de 2 millions de chômeurs, les prix du pétrole qui s'étaient envolés. Donc tout ça, on s'imagine que le désastre économique de 81-82, c'est dû uniquement aux folies, en effet, hein, qui ont été faites compte tenu de la situation. Enfin, il y avait un héritage qui était quand même très lourd. Et Barre qui passait... moi, j'ai toujours beaucoup d'estime et d'amitié pour Raymond Barre. On s'est beaucoup vu à beaucoup de moments, mais enfin, il avait quand même laissé quelque chose, le meilleur économiste de France, qui était un bilan vraiment catastrophique. Alors, moyennant quoi, moi, on m'a fait venir pour ça à l'Élysée, parce que Mitterrand avait faim de découvrir que la deuxième dévaluation de juin 82 était une surprise, quoi. Alors que Delors l'avait averti naturellement, mais les collaborateurs n'avaient pas été avertis. Donc moi, on m'avait fait venir parce qu'on savait très bien que je pouvais passer 3 fois par jour des coups de fil à la salle de change de la Banque de France. Et donc je faisais des notes là-dessus. Et Mitterrand il me disait tout le temps, mais c'est pas l'économie qui mène, c'est la politique. Je disais, oui, à un moment donné, et je me souviens très bien d'un déjeuner en particulier, avant la décision de mars 83, où il avait invité, c'était la première fois que j'étais invitée à un déjeuner, j'étais très intimidée, il avait invité Pierre Bérégovoy, tenant de l'autre politique, il avait invité Denizet, qui devait être... au plan, je crois, à l'époque. Il avait invité Attali, il avait invité Fabius et il m'avait invité moi. Alors moi, j'étais vraiment conscience jamais j'avais déjeuné avec Mitterrand, jamais, alors que tous les autres étaient dans un rapport, évidemment, de beaucoup plus grande proximité avec lui. Et il avait commencé par me passer la parole en me disant pourquoi vous m'écrivez toutes ces notes en disant que c'était... j'avais dit, écoutez, si on continue comme ça, on va être comme n'importe quelle république bananière contraint d'aller mendier au Fonds monétaire international, avec la conditionnalité qui va avec. Et de toute façon, si vous sortez du système monétaire européen, le franc va tomber comme une pierre au fond de l'eau. Et comme ce sera insupportable politiquement, il va bien falloir le soutenir, donc augmenter les taux d'intérêt, donc, etc. Exactement le contraire de ce que lui racontait Bérégovoy, Ribou, etc. Et là, je me souviens très bien que finalement, il a fait parler les uns et les autres. Et je crois que finalement, ce qu'il a emporté, c'est son engagement européen. Il a compris que s'il faisait ça, il se coupait de l'Europe. Mais ce jour-là, ça avait été quand même très dur. Et là, nous avons eu des discussions, 1 ou 2 discussions assez vives. Et puis, moi, j'ai eu un deuxième
point de désaccord, ou en tout cas où les relations se sont considérablement rafraîchies, c'est à propos de Bousquet quand même. Moi, je me souviens de 2 conversations avec Mitterrand sur Bousquet où il a raconté ce qu'il a raconté à tout le monde après, c'est-à-dire que bon, c'était tout le monde recevait Bousquet, il avait été blanchi à la Libération, mais bon. Moi, je restais quand même là, voilà. Et donc ça, j'avais pas été vraiment convaincue. Et c'est resté, ça a pesé sur un petit peu vers la fin de nos relations personnelles, parce qu'il a bien vu que j'étais, voilà. Et puis peut-être juste un dernier point, beaucoup plus anecdotique. Moi, je suis d'une famille pieds noirs, d'Algérie d'abord, du Maroc ensuite. Alors il n'aimait pas les pieds noirs. Bon. Et je lui disais, mais vous avez tort, vous n'avez fréquenté, vous, que ces pieds noirs qui faisaient suer le burnous parce qu'ils étaient très riches, etc., en Algérie. Vous ne connaissez pas des gens que moi j'ai connus, de ma famille, etc., des gens qui étaient tout à fait modestes, qui travaillaient beaucoup. Alors là-dessus, on avait des échanges un peu vifs, mais plutôt de l'ordre de la plaisanterie, parce qu'il adorait taquiner, finalement. Mais enfin, quand même... lui disait, vous étiez ministre, alors vous étiez dans les hautes sphères, et vous n'avez pas connu la vraie vie des gens. Voilà. Et je pense qu'une histoire des pieds noirs reste à écrire. Peut-être je le ferai un jour. Je serai très vieille. Beaucoup plus vieille qu'aujourd'hui. Robert Badinter sur Bousquet. Dieu sait qu'on m'en a parlé. À croire que la vie de Mitterrand, dans ses rapports avec moi, se polarisait essentiellement sur M. Bousquet. Je le dis très simplement, personne ne se rend compte aujourd'hui de ce qu'ont été réellement et à l'époque les rapports de Bousquet avec un certain nombre d'hommes politiques français. Il va quand même revenir à la réalité. Je dis très clairement, tout le monde le sait, mais je le rappelle, jamais de ma vie je n'ai rencontré M. Bousquet. Mitterrand, qui prenait le plus grand soin de cloisonner quand il faisait des déjeuners, savait que c'était impossible. Ma famille a été plus qu'éprouvée par les déportations et par conséquent, Mitterrand était trop fin, on en avait trop souvent parlé pour qu'une telle rencontre se produise. Donc je marque aussi, il y a une confusion historique constante, que j'ai quitté la chancellerie 2 ans avant que commence l'affaire Bousquet numéro 2. Je n'ai donc jamais eu l'occasion, comme garde des Sceaux, de traiter ou de m'occuper de l'affaire Bousquet. Elle naît après mon départ, j'étais au Conseil constitutionnel. Mais bien entendu, quand j'ai vu tout ce qui se disait, j'ai eu l'occasion à la fois de m'y intéresser de près, ça n'a pas cessé, je dirai pourquoi tout à l'heure, et aussi d'en parler sans aménité, et je dois le dire sans plaisir de part et d'autre, avec Mitterrand. Alors, tout de même, il faut reprendre l'histoire telle qu'elle est. Première question, est-ce que Mitterrand et Bousquet se connaissaient à Vichy? Réponse, non. Que peut-être, au mieux, ils se soient rencontrés n'implique pas qu'ils se connaissaient. Il faut bien mesurer que Bousquet, je ne l'ai pas ici, j'essaye de dégager, je dirais pourquoi la réalité, Bousquet est un personnage considérable à Vichy. Lui déjeune et dîne avec le maréchal Pétain. Lui est au Conseil des ministres. Le secrétaire général de la police dans ces époques-là et ces régimes-là, vous savez, si vous regardez du côté des nazis, on se voit très bien ce que pouvait être l'homologue. Donc c'est un personnage considérable. Qu'est-ce qu'est Mitterrand à Vichy? C'est un jeune contractuel qui s'est évadé 3 fois, d'ailleurs, avec courage, et qui vient là où il pense que le pouvoir se situe. C'est déjà la fascination du politique. Et je le marque, j'ai posé la question. Mitterrand a toujours dit, non, moi, je n'ai pas connu Bousquet pendant sa période de Vichy. Moi, j'ai posé la question à quelqu'un pour lequel j'estime, qui est le frère de René Bousquet, qui est Louis Bousquet, l'avocat de qualité, qui m'a dit, jamais. Mon frère ne m'a jamais dit qu'il avait connu Mitterrand à Vichy. Alors, à supposer qu'ils se soient rencontrés, ce qui est certain, c'est que Mitterrand avait des liens étroits avec Jean-Paul Martin, et que Jean-Paul Martin, lui, a toujours eu des liens étroits avec Bousquet.
C'est ça. Et que Martin a rendu des services signalés à Mitterrand. Je rappelle, c'est très exactement le 11 novembre 1943, que la Gestapo a fait irruption chez Mitterrand, qui n'était pas là. Il habitait 20 rue de la République à Vichy, c'est assez drôle d'ailleurs. Et il n'était pas là, il y avait là des amis, les uns sont partis par la fenêtre, et ils sont venus, et par Martin, ont pu prévenir Bénouville, grand ami de Mitterrand, et Mitterrand, qu'ils ont rejoint dans le train, il ne fallait surtout pas descendre. À Vichy, ils ont quitté jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc je pense que Mitterrand a eu des liens de reconnaissance à l'égard de Martin, et que Martin, lui, a conservé toujours des liens avec Bousquet. Et je passe maintenant à la suite. Personne ne se rend compte de la chronologie. La milice a veillé à ce que Bousquet disparaisse de la scène vichysoise, car il se haïssait profondément. Bousquet est un fanatique, mais ce n'est pas la milice. Et Bousquet a été arrêté, mais pas envoyé dans un camp, envoyé en résidence très surveillée par les Allemands en Allemagne. Soyons précis. Il a été cueilli là par les Américains, et de là, il a gagné Fresnes. Bousquet a été envoyé à Fresnes en 1945, au printemps 1945. Il restera sous mandat de dépôt de 1945 à très exactement fin juin 1948. Vous me direz, c'est fou ce que vous connaissez cette affaire. C'est vrai, parce que pour moi, il y a toujours eu un mystère. C'est l'affaire Bousquet 1. Il faut quand même mesurer les choses. Bousquet a été jugé en France. Il a été jugé, je viens d'évoquer son arrestation, par la Cour de justice qui jugeait les ministres du maréchal. Et au moment où il est jugé, cette cour est composée de parlementaires. Et de parlementaires, pour la plupart, résistants. Pendant 3 jours, on a jugé Bousquet. Moi, j'ai eu la curiosité, aimant l'histoire passionnément, d'aller aux archives nationales. Il se trouve qu'aux archives nationales, il n'y a pas seulement un dossier habituel d'instruction. Le hasard fait qu'il y a la totalité de l'audience, des 3 audiences du procès Bousquet, parce qu'ils ont été sténotypés. Donc on les a. Donc j'ai vu, lu et parcouru la totalité du procès Bousquet. Et il faut savoir, nous sommes en 1949, que dans le procès Bousquet, on a jugé l'affaire du Veldiv. Et que cette affaire du Veldiv, j'ai chronométré en prenant le soin de lire à haute voix, comme je l'avais fait, n'est pas autre chose en matière de peine de mort prononcée contre Louis XVI pour voir combien de temps avait pris avant que Condorcet n'intervienne. Là, j'ai eu à cœur. Eh bien, sur les 3 jours d'audience, on a consacré, toutes les charges étaient là, vous savez, sur le instruite. On a consacré exactement un peu moins de 2 heures, à l'affaire du Veldiv. Et quand le président de guerre a posé la question, Bousquet, sur les 2 heures, a parlé 1h35. C'est un monologue. Étonnant. Et quand on s'est tourné, un président, homme de qualité, s'est tourné vers le ministère public, disant vous avez des questions à poser à l'accusé, le ministère public a dit aucune. Il s'est retourné vers les jurés, est-ce que vous souhaitez poser une question? Aucune. Et quand vous regardez la presse de l'époque, ça n'intéresse pas. Il faut quand même le dire, ça n'intéressait pas. Du moment que Bousquet pouvait plastronner et mentir en disant « J'ai sauvé les Juifs français, hélas, que ça m'a bouleversé, ça m'a crevé le cœur », pensez, mais c'était le choix où tout le monde, où je sauve les Juifs français et les Juifs étrangers, j'ignorais ce qu'elle allait advenir, tu parles, je savais parfaitement, mais enfin, bon, ça a suffi. Ça a suffi. Et on oublie qu'au terme de 3 jours de débat, des membres d'une juridiction d'exception, composée de parlementaires anciens résistants. Ça fait simplement 5 ans que les faits sont intervenus. Rappelez-vous, depuis la Libération, ça fait 5 ans. Eux savaient tous qui était M. Bousquet. Eux se souvenaient du fringant Bousquet dans la presse, vous savez, photographié à côté d'Auberg. C'était pas un anonyme, c'est pas un collabo anonyme, Bousquet. C'était une personnalité du régime de Vichy. Ils le savaient. À quoi
Quel a été le verdict? C'est inouï, c'est pour ça que cette affaire, là je la tirerai au clair, j'écrirai sûrement un livre dessus. Vous savez à quoi on l'a condamné? On l'a condamné au minimum possible des peines, obligatoires celles-là, d'indignité nationale qui frappait les membres du gouvernement de Vichy, auquel on ne pouvait pas échapper. Mais rien d'autre. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que ces jurés ont, à cet instant-là, passé une motion spéciale qui est dans le verdict, réhabilitant sur le champ Bousquet pour service rendu à la résistance. C'est-à-dire que Bousquet est sorti de son procès, en prison, de son procès, pas seulement acquitté, mais se voyant décerner par un jury de résistants un brevet de résistance. C'est quand même formidable. C'est quand même formidable. Donc je dis toujours, le procès Bousquet numéro 1, c'est la fabrication d'une innocence. Dans l'histoire, nous avons des cas où on a fabriqué des coupables. Ici, on a fabriqué un innocent. Et Bousquet est sorti. Mais c'était fini. Alors, si je dis ça, je reviens à Mitterrand. Mitterrand n'allait pas le voir à la santé. Je le rappelle, Mitterrand a toujours dit, je l'ai connu après. Moi, je pense pour ma part qu'ils ont pu se rencontrer dans l'in-between. Mais je ne fais que le penser parce que je ne sais pas. Et en tout cas, personne. Mais véritablement, à partir de là, le fringant Bousquet, il a fait une carrière. Et comme je prévoyais la question, il existe un excellent livre d'une très bonne journaliste qui s'appelle Madame Froment, qui s'appelle Bousquet. Et s'agissant de la photographie publiée, on voit Bousquet chez Mitterrand en 1974. En 1974, pour tous ceux qui savaient qui était Bousquet, c'est un homme qui avait été acquitté, et non seulement acquitté, mais réhabilité pour service rendu à la résistance. Bousquet était devenu résistant, et voilà, je le donne pour qu'on mesure ça. Ça n'excuse pas la suite en ce qui concerne Mitterrand, mais c'est pas indifférent. En 1974, écrit Pascal Froment, qui n'a pas, croyez-moi, aucune tendresse pour Bousquet, et pas plus, je dois dire, pour Mitterrand. Il n'y a pas d'affaire Bousquet, et le premier secrétaire du PS n'éprouve aucune gêne à se faire photographier avec lui. Pourquoi se cacherait-il de connaître un homme qui fréquente aussi bien Jean-Baptiste Doumingue, Edgar Faure, Maurice Faure, le préfet Génébrier, Bernard Connu-Gentil et Jacques Chaban-Delmas. Et d'ajouter un homme à qui Pierre Mendès France serre la main, un homme qui se promène au bois près de chez lui avec Édouard Daladier. Voilà la France et le Paris de l'époque. Et je connais un certain nombre d'hommes, notamment du Sud-Ouest, hommes politiques du Sud-Ouest, à cause de la dépêche du Midi, qui savent qu'il existe beaucoup de photos d'eux en compagnie de Bousquet dans des meetings politiques, tous unis par la haine du général de Gaulle. Alors, si je dis ça, ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas à partir de 1978. Car c'est en 1978 que Darquier de Pellepoix a mis en cause, et c'est en 1978 que pour la première fois, on s'est dit, mais le véritable responsable de la rafle du Veldiv, personne ne se souvenait du procès de 49, c'est Bousquet. Et c'est Darquier de Pellepoix qui l'a accablé. Donc à partir de 1978, toute relation aurait dû cesser. Et à partir du moment surtout où il est président de la République, il ne devait plus voir Bousquet. Il ne devait plus. Alors, bon, ça, c'est ainsi. Bon, très bien. Mais ce que je voulais marquer, c'est on ne comprend pas cette période quand on la voit avec les yeux d'aujourd'hui. En 1945, la France, moi j'avais à cette époque-là 16 ans, la France trouvait que les Juifs qui avaient eu la chance de survivre, ils n'avaient qu'à se taire. Et je rapporterai simplement une anecdote qui m'est personnelle, mais que j'avais dit à Mitterrand. J'avais 17 ans. Et ma mère, mon père, je ne sais pas qu'il était mort, c'était en avril 1945, il avait disparu à Sobibor. Et ma mère essayait de reprendre l'appartement que, bien entendu, on avait pris et donné à un collaborateur pendant l'occupation. Et notre avocat, charmant, a dit au président du tribunal, Monsieur Badinter est encore à l'heure actuelle détenu dans un camp de concentration
en Allemagne, j'étais déjà mort. Et j'ai entendu le président dire à Elisabeth cette phrase formidable, ça n'intéresse pas le tribunal. Ça n'intéresse pas le tribunal. Et il ne faisait là qu'exprimer ce sentiment général. Mais je le publierai, ce livre, parce que je veux qu'on sache qu'on a monté, on a fait un procès étrange de M. Bousquet, sans que j'arrive encore à ce jour à comprendre pourquoi, sauf à constater, Elisabeth, ce qui est assez révélateur, qu'il n'existe toutes les pièces du dossier, sauf le dossier de la chancellerie, qui lui a disparu. Ça nous amène un peu trop loin de Mitterrand, mais quand même, c'est pas indifférent à rappeler, hein, parce qu'on a tellement utilisé ça contre lui. Alors, je vous ai évidemment pas interrompu parce que ce que vous dites est à la fois passionnant, troublant et nous amènerait très, très loin. Et malheureusement, je suis un peu obligé de jouer ceux qui regardent l'heure. J'avais évidemment plein d'autres questions à vous poser, mais je voudrais pas frustrer le public. Et si vous avez des questions, quelques questions, alors soyez bref, le plus bref possible, pour nous inviter. Il nous reste une dizaine de minutes. J'avais préparé une question, je m'appelle Stéphane Métotal et je suis de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. J'avais préparé une question à propos de François Mitterrand. Je me demandais ce qu'il aurait eu comme réaction, d'après vous, à la révolution du monde arabe. C'est toujours très difficile comme ça de faire parler des gens qui sont plus là, mais ce que je peux dire en tout cas, ce que j'ai vu de l'approche qu'avait Mitterrand du Maghreb et du Proche-Orient, c'est que d'abord, il a veillé à... d'abord, il a sauvé Arafat 2 fois. Il a, tout en affirmant son amitié avec Israël, il était quand même le premier président de la République française à faire une visite officielle en Israël, mais ce jour-là, en 82, c'est à la Knesset qu'il a dit que les Palestiniens avaient droit à un État. Donc, d'une certaine façon, il y a eu un infléchissement en faveur d'Israël de la part de Mitterrand, mais une réaffirmation de la politique arabe de général de Gaulle, quand même, hein, constante. Et il était très sensible à ça. Et j'imagine qu'il aurait accueilli favorablement ce qui se passe, parce que dans le discours de La Baule, après tout, c'est la première fois qu'on entendait un président de la République française lier l'aide économique avec des exigences démocratiques. Alors ensuite, ça s'est pas appliqué, hein, y compris dans la politique africaine qu'il a menée ou qu'il a laissé mener. Mais je pense qu'il aurait été tout de même... Moi, j'ai encore en mémoire le discours de Cancun et ces exigences-là. Et si je dis ça aussi, c'est parce que il est celui qui, au Kremlin, a parlé de Sakharov devant les dirigeants du Kremlin, à un dîner officiel. Donc Mitterrand avait cette forme de courage-là, d'affirmer, et pour aller sauver Arafat à Beyrouth, c'était quand même au péril de sa vie, parce qu'il fallait atterrir. Hein. Bon. Et donc... je pense qu'il aurait probablement essayé d'accompagner ça, mais il l'aurait fait avec, j'imagine, toujours la prudence qui caractérisait. C'était jamais quelqu'un qui cédait à l'enthousiasme comme ça de situations de ce genre. On l'a vu à propos de l'unification allemande. Il aurait été extrêmement prudent, d'abord parce que la France était l'ancienne puissance coloniale et parce qu'il aurait eu certainement conscience du fait que, évidemment, ce sont des périodes instables. Donc j'imagine, enfin, moi je ne veux pas parler pour lui, mais enfin, je pense qu'il aurait été heureux de ce qui se passait. Certainement, ça aurait été beaucoup plus confortable. Je ne l'ai jamais vu, en tout cas, dans ses relations avec les dirigeants de ces pays, faire preuve de complaisance, quoi. Il était... voilà. Je ne parle pas des pays d'Afrique subsaharienne, où là, moi, je ne l'ai jamais accompagné dans ces pays africains, mais j'ai pu observer les relations qu'il avait avec les dirigeants maghrébins en particulier, ou du Proche-Orient.
C'est tout à fait vrai, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, parce que d'abord, cette notoriété publique, et puis je crois que c'était sincère chez lui, c'est le fait qu'il aimait beaucoup Moubarak, qu'ils avaient des liens proches, C'est vrai. qu'ils travaillaient beaucoup ensemble, qu'il avait très confiance dans ce que Moubarak représentait pour la paix dans la région, qu'il n'ignorait pas que ce n'était pas un régime selon ses rêves, évidemment, selon ses rêves à lui, François Mitterrand, mais il le regardait, il le traitait, il le considérait, et il en parlait comme d'un ami. Alors, je ne dis pas qu'il n'aurait pas compris ce qui se passait en Égypte, mais disons que, pour reprendre votre formule, il y aurait été prudemment.